Bien, en tous les cas, merci beaucoup. Merci à l'association donc médicale Méditerranéenne. franco-méditerranéenne. C'est un plaisir pour moi d'être là. J'ai vu mes collègues algériens et tunisiens que je n'ai pas vus depuis longtemps, même si disons par photo, ça me fait plaisir de voir professeur Achour et professeur Heddoum. Et puis, docteur Fassi, Partagé. ça fait longtemps, mais bien, ça fait plaisir toujours de se voir et de se parler, même à travers, disons, la nouvelle technologie actuelle utilisée dans le Covid. Je vais essayer donc de vous rapporter cette expérience qui est un peu particulière par deux éléments. D'abord, le fait qu'elle se distingue en deux phases, elle se distingue par deux phases plutôt. Une première phase très atténuée, où il y a eu un nombre de cas moins important que par rapport à plusieurs pays. Et si on compte donc la première phase qui est observée depuis le 16 mars jusqu'au début juin, on compte à peu près au Maroc 2500 patients infectés contre 250 décès en cette période. Par contre, dans la seconde phase, on a assisté à une explosion des infections et surtout donc de nombre également de décès, plaçant le Maroc, comme je vous l'ai dit, en deuxième position après l'Afrique du Sud au niveau donc de l'Afrique. Alors, je vais essayer donc de vous rapporter cette expérience et en essayant de comparer entre les deux phases, la première et la seconde, de comparer entre les deux et de vous donner les raisons. On va essayer de voir un peu quelles sont les raisons qui ont ramené vers cette deuxième phase qui est où l'on a vu une explosion donc des infections par le Covid-19 et surtout de nombre de décès. Alors, quand on voit effectivement, d'abord, avant de voir la courbe épidémiologique, juste rappeler que au 17 janvier, jusqu'au 17 janvier, donc je vous donne un peu les données de 17 janvier, à partir du moment où j'ai préparé cette communication. Le 17 janvier, au Maroc, il y avait à peu près 458 865 cas confirmés porteurs de Covid-19 et également le Maroc à ce jour-là, donc le 17 janvier, comptait déjà pratiquement 8000 décès, 7911 décès. Et ce jour-là, le 17 janvier, il y a eu 1240 nouveaux cas confirmés de Covid-19. Alors, quand on revoit la courbe épidémique pour comprendre un peu ce qui s'est passé au Maroc, donc les deux phases distinctes, on voit que la première phase qui débute depuis le 16 mars jusqu'à pratiquement la levée avancée du confinement, on voit que le nombre de cas donc confirmés de Covid-19 n'est pas important puisqu'on était aux alentours de 2500 sur l'ensemble de 3 mois pratiquement à 2500 de cas confirmés et surtout à simplement 250 décès dans cette période. Donc, la première, disons l'infection était atténuée, il y avait moins donc de cas confirmés, moins de décès. Pourquoi ? Parce que le Maroc était l'un des premiers pays ayant donc confiné, ayant fermé ses frontières à la fois maritimes et terrestres et aériennes. Et la deuxième vague, on a vu donc la deuxième vague arriver à partir de la levée avancée du confinement, qu'on voit ici, et surtout et également à la célébration d'une fête, l'Aïd al-Adha, qui est l'équivalent pratiquement des fêtes de fin d'année, c'est une fête qui est célébrée en famille, où il y a un déplacement donc à travers les différentes régions du Maroc d'une grande partie donc des Marocains qui vont célébrer cette fête au niveau donc de leur famille et dans leur famille. Et ça a entraîné donc une explosion donc des infections. On est passé pratiquement de quelques centaines de cas confirmés par jour à pratiquement jusqu'à 6000 cas parfois de patients contaminés. Donc il est clair que
après la levée avancée du confinement et cette fête où il y a eu, et puis ne pas oublier également qu'on a ouvert donc les plages, qu'il y avait également donc les vacances et qu'il y a eu donc pas mal de déplacements entre régions au niveau du Maroc et ça a entraîné donc cette explosion. Alors, si on compare toujours et pour voir un peu l'évolution de la pandémie dans notre pays, je vous montre ici deux tableaux sur les données générales. D'abord au 21 septembre 2020 à 18h et des données générales du 2 novembre, pratiquement un mois et demi. Et vous voyez que le nombre de contaminés, on est passé de 103 000 à pratiquement 225 000. Pratiquement, on a plus que doublé le nombre de cas en un mois et demi et qu'il y a eu également le nombre de décès qui est passé de 1855 à pratiquement 3826 cas. Donc on a également doublé le nombre de décès et justement c'est probablement cette ouverture disons cette ouverture vers le déconfinement et vers donc la célébration des fêtes et bien sûr l'été, le déplacement donc, de la population vers d'autres régions qui a fait que le nombre de cas a explosé. Alors quand on s'intéresse un peu maintenant au profil des cas sévères, cas critiques et des décès qui ont été hospitalisés au milieu de réanimation et de soins intensifs, nous remarquons que déjà au mois de juin à peu près, juin-juillet, l'âge moyen des patients qui ont été admis en réanimation était pratiquement de 60 ans. Le sexe ratio, il y avait toujours plus d'hommes que de femmes. Et lorsqu'on voit les facteurs de gravité, d'abord, il y a les cardiopathies, les atteintes cardiaques, l'âge plus de 65 ans, le sexe masculin et l'hypertension artérielle. Et quand on se compare par rapport à la période vers le mois donc de septembre, vous voyez que au-delà de l'âge de 65 ans et le sexe masculin, ils étaient toujours là pendant la première période. La deuxième période s'y ajoute le cancer. Alors, le cancer, c'est très probablement les patients qui ont vu évoluer leur cancer pendant la période de confinement et qui sont arrivés donc à un stade très avancé et sur lequel s'est greffée l'infection au Covid-19. Alors, Covid-19 et insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire chez les dialysés, il est clair que depuis les premières publications donc chinoises, on a assisté donc à une sorte de publication de recommandations nationales et internationales sur comment prévenir cette infection au Covid-19 et le Maroc et la Société marocaine de néphrologie a tout de suite, bien sûr, essayé de sortir des recommandations pour les patients hémodialysés pour essayer de prévenir donc et d'essayer donc de minimiser le nombre de contaminés chez les patients dialysés. Alors, les mesures qui ont été proposées étaient trois types de mesures, intéressant d'abord les patients, et c'était surtout l'hygiène des mains, signaler toute apparition de symptômes, etc. Et des mesures liées au déplacement. On a préconisé des déplacements individuels. Et puis, les mesures générales au niveau des centres d'hémodialyse, c'est toujours l'information des patients, la formation actualisée du personnel soignant, espacer les lits du moins de 2 mètres, arrêter la dialyse entre 2 sessions, au moins d'1 heure pour permettre donc de désinfecter correctement et proscrire tout contact entre patients sortants et patients entrants et également les rassemblements des patients en salle d'attente. Donc il y a tellement donc, de sensibilisation autour des mesures générales et chez les patients et puis également une sensibilisation au niveau chez le personnel soignant, les mesures d'hygiène strictes, signaler toute apparition de symptômes même chez le personnel et signaler tout contact avec une personne suspecte ou confirmée. Voilà ce qui a été proposé pour mesures essayant d'éviter la propagation du virus dans les centres de dialyse et on l'a vu pendant cette période, on a eu quand même un nombre de patients contaminés qui n'était pas très important, puisque sur l'ensemble du Maroc, il n'y a eu que 32 patients
32 patients qui ont été contaminés, 32 patients dialysés qui ont été contaminés avec 4 décès. Mais vous remarquez quand même que la prévalence de décès était importante chez les patients comparée par rapport à la population générale, 12,5%, donc 4 décès sur 32 patients. Alors, il y a eu donc dans cette première vague donc la mise en place de centres d'hémodialyse dédiés aux patients dialysés Covid-19 positifs, et puis on a également certains CHU ont réservé le centre de dialyse au Covid-19. Ce qui a été remarqué également, qu'il n'y a eu aucune contamination ou transmission entre patients d'un même centre. Ça, c'est un élément quand même important. Alors, je reviens donc sur le nombre donc, de patients dialysés contaminés pendant la première phase, 32 patients. À Casablanca, il y a eu 6 patients. Ils ont été dialysés dans un centre dédié au Covid positif, et le nombre de décès était de 16, ou la prévalence de décès était de 16,6%. Alors, quand on voit l'âge à peu près des patients contaminés à travers le Maroc, les 32 patients, ils étaient jeunes, pratiquement 55 ans. Et la totalité des patients, 4 patients dialysés, étaient de sexe masculin, et ils avaient quelques comorbidités de l'hypertension artérielle, les atteintes cardiaques. Et un patient avait une vascularite qui était la cause donc de la mise en dialyse, et puis 17% avaient une amylose. Donc voilà, c'est des patients qui sont un peu plus âgés que la moyenne par rapport aux dialysés, parce qu'on a une population jeune de dialysés, contrairement que l'on observe en Europe, et puis ils avaient des comorbidités, hypertension, cardiopathie, et le sexe était surtout masculin chez les patients donc décédés par Covid-19, les patients dialysés. Alors, la deuxième vague, et dans la deuxième vague, nous avons essayé surtout à Casablanca de recenser le nombre de malades et de faire une étude pour nous permettre donc de voir un peu d'abord la prévalence de l'atteinte chez les patients dialysés au niveau de la grande région de Casablanca, et puis essayer de comprendre un peu cette explosion au niveau donc de la région de Casablanca. Alors, la première période, sur tout le Maroc, on a eu 32 patients. La deuxième phase, on a 278 patients simplement dans la région de Casablanca, sur 8528 patients dialysés à Casablanca, soit 9 fois le nombre de la première phase à l'échelle nationale, et la prévalence étant de 3,4% de risque d'infection par le Covid-19. Les patients Covid hémodialysés appartiennent tous à la région de Casablanca, et ils étaient dialysés dans un centre dédié au Covid-19. Alors regardez un peu l'atteinte exponentielle des patients dialysés. Au mois d'août, on était à 49, on passe à 58, 67 et 75. Et puis à partir du mois de novembre, c'est vrai qu'on a commencé à voir une décrue des malades, pas simplement au fait qu'il y a eu moins de contaminés, mais également que les malades n'étaient pas simplement dialysés au niveau de centres dédiés, mais les centres de dialyse se sont organisés pour pouvoir prendre en charge directement leurs patients dans une salle isolée, et avec des infections assez fréquentes de cette salle, et les passages donc avec des passages qui sont surtout le soir, lorsque le centre est fermé pour les autres malades. Alors, le nombre de patients donc atteints était pratiquement de 278 patients, et vous voyez que également ces patients avaient une comorbidité, soit de l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, et 10% dépendaient de l'oxygène, c'est-à-dire qui venaient donc au centre de dialyse qui était dédié, et on avait un extracteur d'oxygène. Donc ils étaient dépendants de l'oxygène 10%, mais avec un débit ne dépassant pas 3 à 5 litres par minute. Alors le décès, à ce moment-là, on a à peu près 17% de décès, et vous voyez que quand même la survie est restée importante, mais 17% de décès, c'est quand même une prévalence plus importante que par rapport à la population générale. Alors chez les transplantés rénaux, la première phase, comme pour la dialyse, la première phase chez les transplantés, on n'a eu aucun cas de transplantés qui ont été contaminés par le Covid-19. Alors, ce qui a fait
ce que nous avons fait pour la prévention de l'infection chez les transplantés, c'est l'arrêt de l'activité de greffe au niveau des différents centres nationaux, le suivi à distance des patients qui étaient greffés à distance, donc on a fait un suivi médical à distance, la consultation à l'hôpital si symptomatologie grave avec mesures de prévention, port de masque et distanciation, etc. Et le traitement à distance pour certaines infections banales telles que l'infection urinaire, etc. On a eu quand même un problème qu'on a souligné, c'est qu'il y a eu des patients étrangers qui étaient confinés au Maroc, qui n'ont pas pu aller rejoindre leur pays. On a constaté qu'ils avaient des médicaments qui n'étaient pas commercialisés au Maroc, tels que les inhibiteurs du mTOR, et que nous étions obligés de changer à ce moment-là en attendant qu'ils rejoignent leur pays. Alors, on a eu 38 cas donc sur l'ensemble des deux périodes, on a eu 38 cas de transplantés qui étaient contaminés sur 567 qui avaient un greffon fonctionnel, soit 6,7%, et ceci à l'échelle nationale. Nous avons donc c'est des patients qui ont un âge jeune, 43 ans. Il y avait 13,2% âgés de plus de 60 ans et c'était plus d'hommes que de femmes, et particulièrement, c'est des greffes à partir de donneurs vivants apparentés, et l'âge de greffe était de 8 ans. Alors, concernant donc l'insuffisance rénale aiguë, 36,4% ont développé une insuffisance rénale aiguë, et ce que nous avons fait comme prévention de l'aggravation de l'infection, c'est diminuer surtout le MMF en premier, prise de moitié, sinon arrêt, et puis surtout également diminution des anticalcineurines avec dosage des anticalcineurines et essayer de ne pas les laisser une tacrolimémie ou une cyclospironémie assez élevée. Alors, le nombre de décès, donc, comme je vous l'ai dit, on a eu 6 décès, et 6 décès qui ont surtout qui étaient liés particulièrement à la sévérité de l'infection ou de l'atteinte pulmonaire, plus de 75% de l'atteinte pulmonaire. Et il faut dire que ces patients ont eu l'hydroxychloroquine au tout début, de l'azithromycine, des corticostéroïdes également, certains patients, et bien sûr l'anticoagulation, que je n'ai pas noté ici. Alors, les atteintes rénales aiguës, puisque je vais parler de l'expérience marocaine, nous avons fait une étude multicentrique, parce que vous savez que le rein est également une cible du virus, puisque l'atteinte rénale est fréquente au milieu de réanimation, dans les cas graves, dans les unités de soins intensifs, et cette atteinte rénale, le plus souvent, fait le pronostic. Et on a essayé donc de voir un peu l'atteinte rénale aiguë et essayer de décrire l'incidence, la sévérité des comorbidités des patients hospitalisés dans les services de réanimation. Nous avons donc comme matériel et méthode pris tous les patients hospitalisés en réanimation pour l'infection grave à Covid-19 et ayant développé une insuffisance rénale aiguë selon les dernières recommandations CADIGO sur l'insuffisance rénale aiguë, et c'est des patients au-delà de 20 ans et dans 6 grandes régions du Maroc. Et puis nous avons exclu tout patient hospitalisé dans d'autres structures hospitalières en dehors donc des centres universitaires et réanimation. Alors, on a eu en tout et pour tout 4480 donc patients Covid hospitalisés en réanimation. L'âge moyen était de 68,5% et j'avais plus 3 hommes pour une femme. Et regardez, le nombre de cas était très important à Casablanca et à Marrakech. Alors, à Casablanca, sur les 1000 admissions en réanimation depuis la deuxième phase, 464 patients ont développé une insuffisance rénale aiguë et 82 insuffisances rénales aiguës ont été dialysées. Donc, il y a une prévalence d'insuffisance rénale aiguë importante au milieu de réanimation et le nombre de cas dialysés est également important. Ils avaient des comorbidités souvent fréquentes, c'était l'hypertension artérielle, l'intubation. L'intubation c'est comme l'expérience américaine. Dès que le malade est intubé, l'évolution vers l'insuffisance rénale aiguë est pratiquement inéluctable. Il y a également les comorbidités diabète, hypertension et diabète, les maladies coronariennes et les néoplasies.
Alors, les patients inclus, incidence et sévérité, donc les patients inclus, c'est 4480, 1568 patients ont fait une insuffisance rénale aiguë. Le délai entre l'admission et le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë était 4 jours, et entre l'insuffisance rénale aiguë et la dialyse était de 3,8 jours. Alors, on a pu biopsier à Casablanca, j'ai pu biopsier 2 patients qui avaient une insuffisance rénale aiguë, on voulait savoir quelle était la cause, et souvent c'était une nécrose tubulaire aiguë, et les 2 cas, on a une nécrose tubulaire aiguë, et surtout également, on voit une ischémie ici glomérulaire chez les 2 patients qui avaient en même temps donc la nécrose tubulaire aiguë. Alors, sur les caractéristiques des patients dialysés, qu'est-ce qu'on a utilisé comme technique de dialyse? L'hémodialyse intermittente, puisqu'on a placé donc des générateurs de dialyse avec des osmoseurs individuels dans chaque réanimation, et on a pris en charge pratiquement 154 patients en hémodialyse intermittente et 15 en hémodiafiltration. Et il y a eu quand même des complications qui ont été observées au cours des séances de dialyse, puisque certains patients ont été intubés en per-dialyse, 80%, parce qu'ils devenaient instables, et l'instabilité hémodynamique avec augmentation des doses des drogues vasoactives dans 60% des cas. On avait quand même des thromboses des veines fémorales, et donc on a essayé de ne plus utiliser les veines fémorales, mais utiliser plutôt les veines jugulaires. Et puis on a eu quand même quelques coagulations des circuits extracorporels, surtout lorsqu'on a utilisé l'hémodiafiltration. Défaillance multiviscérale, au moins 2 organes dans 5%, et nous avons utilisé donc les veines jugulaires. Malheureusement, avec tout ce qu'on a pu faire chez ces patients, la mortalité était très élevée, parce qu'elle était de 82% dans les formes anéuriques. Alors, en conclusion, après avoir donc vu ce qui s'est passé chez les dialysés chroniques, chez les transplantés, l'insuffisance rénale aiguë, ou chez les patients qui ont eu le Covid-19, il faut dire qu'après 12 mois d'évolution, 11 mois d'évolution de la pandémie, on peut dire qu'il y a plus de questions que de réponses. Les mesures de prévention qui ont été utilisées dans la plupart des pays ont conduit sûrement à une diminution de la propagation du virus, mais n'ont pas empêché une surmortalité par rapport donc aux infections par les autres virus qu'on observait en dehors de cette pandémie au Covid-19. Et l'apparition de nouveaux variants de virus, tout le monde se pose cette question dans les pays du Sud, peut-elle entraver la campagne de vaccination? Et également une question cruciale se pose depuis quelques semaines, quand débutera la vaccination dans les pays du Sud? Et j'espère, on l'espère tous, que les sociétés pharmaceutiques produisant les vaccins anti-Covid-19 essaient ne pas oublier donc les pays du Sud, et qu'ils ne seraient pas à l'origine d'un problème éthique le plus grave de l'humanité au XXIe siècle. Merci beaucoup.